Ok. Cool. Bonjour à tous. Bienvenue à ce talk, notre premier talk à tous les deux. Donc, on va essayer de faire au mieux. Donc, Thomas Haro, le train sur Twitter, et moi-même, Yann Petitjean. Donc voilà, on est tous les deux développeurs à Doctolib depuis 3 ans, hein, tous les deux, je crois. On arrive en même temps quasiment. Quelques mois après. Quelques mois après, voilà. Voilà, donc pour vous présenter un peu Doctolib en quelques stats très jolies, plus de 300 développeurs, on a 140 000 commits dans la code base. Là, on a regardé, ça fait à peu près 200 commits par jour qui viennent. Et sur la base de données, c'est du 5000 requêtes par seconde. Donc c'est pas mal. Et c'est justement pour ça que on va parler de talk un peu sur les bases de données. Et on fait 3 rollouts par jour. Donc à chaque fois, ces commits, on les prend tous et on les met en prod 3 fois par jour. Ça peut être un autre talk, mais il y a plein de sujets sur comment on fait les 3 rollouts par jour. Si ça vous intéresse, on a des super articles sur ça. Et voilà. Et on fait aussi 140 migrations par mois. Donc voilà pourquoi on va vous parler aujourd'hui. Donc, Il faut que tu aies le tab, je pense que... Ah, essaye, ça se trouve, elle marche. Trop bien, elle marche. Ah. Alors, pour le contexte, la vidéo, jusqu'à il y a 5 minutes, elle n'était pas en ligne. Mais quand je la lance, du coup, T'appuies sur... parce qu'on appelle... Ah ouais, Cool. Donc là, on a une application qu'on a fait, une petite application comme exemple, avec des messages. Donc là, on peut ajouter un texte et un nom. Par contre, on peut pas on l'a pas lié à la table auteur. Et en fait, c'est ce qu'on aimerait faire pour l'instant. Donc là, on a vu que ça marche bien. Donc c'est top. Quand on a ajouté un message, ça a marché. Et là... Vas-y, relance, espace. Cool. Et là, entre-temps, on va faire une migration. Donc, on ajoute juste, là, comme je vous dis, une référence à la table auteur depuis message. Et en fait, quand on la lance... Pas reset. Magrette, merci Thomas. Donc on la migre, sauf qu'en fait on a fait elle est bloquante et on a un problème sur cette migration. Et en fait on vient de se rendre compte qu'on a mis la prod down parce que là vous avez vu quand on crée un message ça marche plus. Si je refresh la page ça marche plus. Ça c'est parce que la migration est toujours en train de tourner et est bloquante et elle bloque complètement l'application. Et donc on va voir comment on va faire pour ne pas bloquer Doctolib aujourd'hui. Enfin, c'est plutôt les messages. Voilà. Alors, donc là, ouais, c'était la migration qu'on vous disait. Donc, on ajoute une référence sur la table auteur, message avec auteur. Et qu'est-ce que ça fait en fait derrière le add référence ça ajoute la colonne, l'index et foreign key. Ça, pour ça, jusque-là, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire? On ajoute... Ouais, c'est bon. Et en fait, qu'est-ce que ça fait? En production, ça prend un lock pendant toute cette migration. Et donc, pendant tout ce temps, on le verra après, mais la base de données ne peut plus être utilisée sur cette table. Là, on aimerait un peu limiter la casse déjà, parce que là, on a vu pendant tout ce temps que la migration est lancée, la prod, enfin, on peut plus, ça marche plus. Donc, première chose qu'on va faire pour limiter la casse, c'est d'ajouter un timeout. Donc là, si on ajoute un timeout de 5 secondes et que notre migration, elle va prendre trop de temps, là, au bout de 5 secondes, en fait, elle va s'arrêter et du coup, on limite la casse. Par contre, ça ne résout pas le problème et notre migration, elle n'a toujours pas été exécutée. Donc, on n'a pas fait notre migration. Voilà, je passe la parole à Thomas. Il faut juste celui-là. Ok. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Vous avez vu qu'il y avait 3 étapes. On va d'abord regarder la création de l'index qui peut poser des problèmes. Hop. Avant ça, du coup, il faudrait... Ah oui, il y a un petit légué. Il faudrait déjà qu'on comprenne comment fonctionne un index. Alors, un index, c'est un truc qui va généralement se charger d'augmenter les performances d'une query. Là, par exemple, prenons la table message. On a la colonne author ID qui a plein d'éléments.
Et comme vous pouvez le voir, ils ne sont pas dans un ordre logique, donc ça va être assez compliqué si on veut récupérer un élément au milieu. On va être obligé de faire un sequential scan si on veut le récupérer. Donc par exemple, l'élément 3, il va falloir qu'on passe sur les 2 premières lignes pour le faire. Pour éviter ça, du coup, ce qu'on va faire, c'est ajouter un index. L'index, en fait, ça va être une manière optimisée de lire les données pour récupérer la donnée le plus rapidement possible. Là, par exemple, si je veux choper l'élément 749, je vais pouvoir, bon, là, j'ai trié mon index, faut bien comprendre que c'est une vue de l'esprit, c'est pas forcément comme ça que ça se passe. Mais dans mon cas, si je veux récupérer l'élément 749, je vais pouvoir voir très rapidement que c'est à la référence numéro 1 dans la base de données. Il y a un autre élément intéressant pour l'ajout de l'index, c'est en fait qu'il va maintenir son état. Donc par exemple, supposons qu'on vienne modifier la 3e ligne, automatiquement, ça va mettre à jour l'état dans l'index à droite. Donc il n'y a rien à faire du côté du développeur, c'est maintenu à jour. Et en fait, c'est cette consistance qui va permettre à l'index d'être fiable. Cette consistance, elle est uniquement possible si on ajoute et qu'on remplit l'index au départ correctement. Donc pour ça, on va voir comment ça se passe. Donc la création d'un index, ça peut être assez compliqué. Je vais vous montrer comment ça se passe à peu près. Imaginons qu'on veuille ajouter notre index de manière naïve, on va dire. On va donc créer notre index vide et puis on va commencer à le populer. Donc pour ça, on va en fait faire un sequential scan, on va passer sur toutes les valeurs de la table message et puis les ajouter les unes après les autres. Donc 749, valeur 1, 19 423, c'est pas ça, c'est pas grave, 2. Je ne sais plus si j'en ai mis un autre. Et puis voilà, 3e élément qui va du coup se retrouver plutôt dans l'index, mais c'est pas grave, ça c'est géré. OK. Donc ça marche bien. Le problème, c'est en fait si on va avoir un accès concurrent à la table et qu'on va modifier la table message alors qu'on est en train de créer l'index. Supposons qu'à ce moment-là, on vienne et on modifie la 3e colonne. Et bien en fait, l'index n'est déjà plus valide puisque la valeur 3 n'existe pas encore dans l'index alors que la référence 2 y est. Donc ça va poser problème. Comment PG va résoudre ce genre de problème? Il y a 2 solutions. La première, c'est la manière par défaut, et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. On va en fait prendre un verrou sur la table. Donc comment ça se passe? On crée notre index vide, on met un verrou qui va empêcher toute édition sur la table pendant tout le temps où on a le verrou, et puis ensuite on va commencer à remplir notre index. 3, non, 749, chiffre beaucoup trop grand, 12, etc., 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 et on a fini. Une fois qu'on a fini, on va libérer le verrou et puis les activités vont pouvoir finir comme au départ. Ça, c'est très bien, mais en fait, le problème, c'est qu'on va prendre le verrou. Et pendant qu'on prend ce verrou, plus personne ne va pouvoir écrire sur la table. Si c'est une grosse table, par exemple, la table account de Doctolib, qui a 60 millions d'entrées, ça ne va pas passer, en fait. On ne va pas réussir à le faire, on va causer un trop gros downtime sur la plateforme. Donc pour ça, il y a une autre méthode qui est beaucoup plus subtile, mais qui fonctionne vachement bien, c'est l'utilisation de l'algorithme concurrent. Cet algorithme, il est vachement chouette parce qu'il permet de ne pas prendre de lock. Comment ça va se passer? On va créer notre index comme tout à l'heure. Et on va commencer à le remplir. Donc 749, chiffre beaucoup trop gros, etc. etc. Maintenant, supposons que l'édition de tout à l'heure arrive. En fait, PG a une feature intéressante, c'est qu'il va avoir une sorte de versionning sur chacune des éditions. En fait, c'est un peu comme Git. On va pouvoir savoir à quel moment ça a été créé et on va pouvoir comparer ça à d'autres valeurs. Ce que ça veut dire, c'est que PG va pouvoir savoir à quel moment ça a été créé. Donc, en fait, PG va se dire, bon, c'est pas grave, je gérerai ça plus tard, je vais continuer. Et il finit de construire son index. Là, on arrive donc du coup avec un index qui est rempli, qui n'est pas correct, mais il est quand même là. C'est un petit truc intéressant, c'est-à-dire que maintenant, chaque modification de l'index va quand même être maintenue. Donc par exemple, supposons que la 3e ligne est modifiée, ça va automatiquement être mise à jour dans l'index. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute valeur qui est ajoutée à l'index après sa création va être correcte. On sait aussi que toute valeur qui a été créée avant le début de la création de l'index est aussi correcte. Donc qu'est-ce qu'on a? En fait, il suffit juste qu'on fasse un deuxième parse sur toute la table, qu'on regarde est-ce que la valeur a été mise à jour entre le début et la fin de la création de l'index. Si c'est le cas, oui, je la mets à jour dans l'index. Donc ça, c'est une méthode qui va fonctionner très bien en production, qui va prendre un petit peu plus de temps parce qu'à la place de faire un seul parse, on va faire 2 parses, mais à l'avantage énorme qu'on ne va pas prendre de lock, donc que c'est parfaitement safe. Si on regarde au code qui est produit par ce genre de choses, il y a 2 choses à voir. Alors j'ai une souris au milieu, je ne sais pas si on va la voir.
Non, c'est pas grave. On voit le add index. En fait, ce qu'on rajoute à la fin, c'est le algorithm concurrently. Si vous faites ça, en fait, on va utiliser cet algorithme qui va permettre en fait d'utiliser cet algorithme. Ce qu'on va rajouter autour, c'est le statement timeout qu'on a rajouté dans la première étape. On va le désactiver, le set to 0, ça le désactive. Pourquoi? C'est parce qu'on est certain que ça va prendre plus de 5 secondes si la table est grande. Par contre, on est certain aussi que ça ne va pas poser de problème. Donc on peut se permettre de le désactiver. Et une fois qu'on a fini, on réactive l'index. Voilà. Super. Bon, alors là, c'était, je crois, la partie la plus difficile. Maintenant, on va aller un peu... Les index, moi, ça m'a toujours été compliqué. Bon, j'ai commencé à comprendre bien. Maintenant. Alors maintenant, on va passer plus sur les foreign keys. C'est quelque chose qu'on fait aussi pas mal. Et du coup, là, le but va être plus de raccourcir le lock sur la foreign key. On peut pas l'éviter, le lock, mais on va pouvoir le raccourcir. Déjà, commençons par expliquer comment fonctionne une contrainte avec une foreign key. Donc là, quand on en ajoute une, par exemple là, sur un message, on fait une contrainte vers... on ajoute un lien avec l'auteur ID 3. Bah là, il y a Johan, il existe bien. Je trouve qu'il est quelque part en plus. Donc ça, c'est bon. Par contre, là, si j'ajoute auteur ID 4, bah, vous voyez bien que auteur ID 4 n'existe pas. Du coup, là, la contrainte va refuser ça, tout simplement. Donc voilà, vous avez vu comment ça fonctionne. Maintenant, essayons d'ajouter la contrainte, mais avec quelque chose qui ne va pas marcher chez nous. Donc là, on ajoute la contrainte, foreign key, author ID, et qu'est-ce que ça va faire ensuite? Une fois qu'on l'ajoute, ça va valider un par un tous les author ID. Donc le 1, il existe, c'est Francis. Le 2, il existe, c'est Stéphane. Le 2, il existe, c'est encore Stéphane. Ah non, là, entre-temps, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a Francis qui vient de se désinscrire de la table. Pour autant, j'avais déjà validé l'ID 1 auparavant. Et du coup, ça ne marche pas. Et en fait, on ne peut pas valider comme ça. On peut pas, ça ne va pas fonctionner. C'est pourquoi on prend un lock. On verrouille la table pour pas que ça arrive et qu'entre-temps, Francis se désinscrit pendant que j'ajoute la foreign key. Donc, je verrouille la table. Je valide mes 3 author ID. Valide, valide, valide. Et après, je redéverrouille. Là, ça va, on en a 3. Mais là, moi, par exemple, la semaine dernière, chez Doctolib, on a travaillé sur une table avec 150 millions d'euros. Et en fait, bah là, on la verrouille pendant très très longtemps, quoi. C'est pourquoi qu'on a une autre solution qui est d'utiliser un verrou, mais pas trop longtemps. Donc là, comment on fait? En fait, on va ajouter la contrainte, on verrouille la table, pardon, on ajoute la contrainte, mais on la valide pas. Juste on l'ajoute, on la valide pas. Ce qui fait qu'après, on peut déverrouiller la table, et ensuite, les prochaines rows qui vont s'ajouter, eh ben, elles vont déjà être validées. Et du coup, donc, tous celles qui s'ajoutent, on les a validées, c'est bon. Par contre, les anciennes, il va falloir les valider. Du coup, en background, ça va les valider. Je valide la 1, je valide la 2, etc. Et ensuite, une fois que ça aura tout validé en background, je peux terminer la validation de la foreign key et on a réussi ça et on n'a pas locké la table longtemps. Comment ça se passe dans le code? Alors, c'est un peu plus compliqué que quand on met le add foreign key, mais ça va encore. En fait, on fait un add foreign key avec un validate false, et juste après, on fait validate foreign key, message auteur. Et pareil, toujours le statement timeout à 0 qui fait que en fait, on a le droit de prendre le temps qu'on veut. Voilà. Maintenant, l'ajout d'une colonne. Ouais. Thomas. Ah non, pas lui. Juste un. Du coup, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est ajouter la colonne. Là, on va juste pouvoir limiter la casse parce qu'en fait, on n'a pas le choix. Il va falloir qu'on prenne un lock et la méthode de base chez PostgreSQL est déjà optimisée, donc on ne va pas pouvoir faire grand-chose de mieux. Je vais juste vous montrer pourquoi on a besoin de ce verrou. Supposons qu'on a notre table message avec quelques ID dedans et qu'on veuille faire la requête suivante. Donc, select star from messages. Qu'est-ce que ça va faire, ça? Bon, supposons que la table est grosse, ça ne va pas être instantané, ça va lire la table message ligne par ligne. Donc, ça va lire la première ligne, etc., deuxième ligne. Et vous voyez que ça commence déjà à construire une structure.
Maintenant, supposons que l'ajout de la colonne arrive maintenant. OK, bon, bah, PG, il est en train de lire la table. Et là, il se retrouve à lire la troisième ligne et il se dit « Ah, mais c'est bizarre, maintenant j'ai 2 colonnes alors qu'avant j'en avais une. » Donc, c'est un truc que PG ne peut pas faire. Pour ça, on va être obligé de prendre la table et prendre un lock sur la table. Et du coup, ça va se passer comme ça. On prend le lock qui va empêcher, en fait, contrairement à tout à l'heure, on empêchait l'édition. Là, on va empêcher l'édition, mais aussi la lecture. Donc, c'est-à-dire que la table va être complètement inaccessible. On ajoute la nouvelle colonne et puis on déverrouille la table. À votre avis, ce lock, il prend combien de temps? Ouais, en fait, c'est quasiment instantané. On va juste venir éditer les métadonnées de la table et on va rendre le verrou. Est-ce que ça a un impact en production? Bah, en fait, ouais. Pour ça, il faut qu'on parle un petit peu de comment ça fonctionne la prise d'un verrou. Je vous présente ce graphe. L'axe qu'on a en bas, c'est le temps. On va du coup ajouter... une query va arriver dans la base. Elle ne va pas démarrer immédiatement parce qu'elle va être mise en queue, et puis ensuite elle va être mise en queue, et puis elle va être exécutée. Cette query, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être un select, ça peut être un delete, ça peut être n'importe quoi. On va avoir une autre query qui va arriver, qui va être un petit peu plus longue, et puis on va avoir plein d'autres queries. Arrive notre migration. Notre migration, du coup, qui va dire bah, « moi, je veux être tout seul sur la table ». Bah, en fait, la seule différence avec une query classique, c'est qu'il va attendre un petit peu plus longtemps. En fait, il va attendre jusqu'à ce que toutes les queries qui avaient commencé avant lui finissent pour qu'il puisse acquérir le lock. Une fois que c'est fait, il prend le lock, il s'exécute, et puis il rend le lock. Là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, même si la durée pendant laquelle on prend le lock est très courte, on va passer beaucoup de temps à attendre qu'on puisse acquérir le lock. Et en fait, c'est cette durée qui est problématique. Pourquoi? Si on a une autre query qui arrive juste après, cette query, comme les autres, elle va dire bon, bah, maintenant je veux être exécutée. Mais en fait, comme la query, la migration, du coup, nous empêche à cette query de sortir de la queue, parce qu'elle dit bon, bah, à partir de moi, plus personne ne peut rentrer. Et donc, en fait, la seule solution pour cette query, pour sortir de la queue, c'est d'attendre que le lock soit release, et seulement à ce moment-là, elle va pouvoir être exécutée. Et ça, c'est le cas pour toutes les queries qui arrivent après. Donc on se rend compte qu'en fait, le problème du add colonne, ce n'est pas vraiment l'ajout de la colonne actuelle, mais c'est plus le contexte dans lequel c'est exécuté. Il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire, à part être un petit peu précautionneux au moment où on lance les choses. Nous, par exemple, chez Doctolib, ouais, ma slide est là. Pour ça, par exemple, on va choisir les moments où on exécute les migrations. On va faire nos relats 3 fois par jour, mais on va choisir les moments pour éviter que ça tombe en même temps que d'autres choses. Typiquement, on va aussi pouvoir faire des migrations la nuit. La nuit, il y a moins d'utilisateurs, donc il y a plus de chances d'éviter ce genre de choses. Et la deuxième chose qu'on va faire, c'est une autre ceinture de sécurité. C'est en fait, on va ajouter un autre type de timeout. C'est un lock timeout. Ça veut dire, si tu n'arrives pas pendant 5 secondes à prendre le lock, rends la main. Et donc, du coup, la migration ne va pas passer, mais au moins, on aura cassé la prod pendant 5 secondes seulement. Et dans l'exemple qu'on prenait tout à l'heure, c'était cette partie-là qui posait problème et qui faisait qu'on ne pouvait plus exécuter de quoi que ce soit. OK. On a donc on a rendu nos 3 trucs safe, mais maintenant, la migration, elle est incompréhensible. Donc, on est passé de une ligne, add reference, à, je crois qu'il y a 15 lignes. Nous, chez Doctolib, on est 300 développeurs, on est tous full stack. On n'attend pas que chaque développeur sache faire ça, ce serait trop dangereux. On a quelques outils qu'on propose, que je vais vous présenter parce qu'ils sont très pratiques pour ce genre de choses. La première, c'est une gemme que vous connaissez sans doute, ça s'appelle Strong Migrations. C'est une gemme qui va empêcher l'exécution de la migration si elle est détectée comme unsafe, comme dangereuse. Donc, à la place, il va throw une erreur qui va arrêter la migration, il va dire bah, « ça, c'est pas safe, à la place, faites ça ». Donc là, par exemple, il nous dit oui, d'utiliser l'algorithme concurrent pour la foreign key et d'ajouter la foreign key plus tard. Ça, c'est un premier outil qui est utilisé par beaucoup de développeurs. Donc, vous pouvez l'ajouter les yeux fermés, c'est très bien maintenu. Deuxième gemme que je voudrais vous présenter. Ah, c'est pas les bonnes slides. Ah. C'est pas grave si tu... Alors,
vidéo de démo. Attends, open. Vas-y, attends, je fais. Ouais. Ok, et là. Ça, c'est là. Ah. Il faut que tu partages. Désolé, je repartage un tab. C'est lequel? C'est celle-là. Ouais. Donc, Safe PG Migration, c'est une gem qu'on maintient en interne, qui est open source sous licence MIT, donc vous pouvez l'utiliser, vous pouvez la forker, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est... Ce présent, format. peut-être. Je sais pas. Ah, la vache. You won't be able to play. Écoutez, je Présente. Ouais. La La gem, en fait, va permettre en fait, de remplacer automatiquement tous les statements que vous allez exécuter par leur version safe. Si vous faites un index, ça va automatiquement ajouter le concurrently. Il y a d'autres features qui sont assez intéressantes dessus. Par exemple, on va pouvoir... ça va du coup pouvoir... Ouais, non. Non, oui. Ouais, tant pis. Elle va, par exemple, quand on prend un log timeout, elle va réessayer. Elle va dire, bon, bah, t'as pas réussi, je vais attendre 1 minute et je vais la réessayer. On va toujours essayer pendant 5 secondes automatiquement, mais ça va fonctionner. Et le troisième truc qu'on a, c'est qu'on va pouvoir automatiquement détecter les queries qui posent problème, qui vont en fait, et du coup, on va pouvoir la kill assez facilement. C'est une gemme qu'on utilise en production depuis 2 ans à peu près, donc, voire plus, je sais plus. Vous pouvez... Ouais, non, je pense que... Ouais, télécharger. Je pensais que c'était bon, mais tant pis. C'est une gemme du coup que vous pouvez utiliser sans souci. On l'utilise en production du coup depuis 3 ans, donc il n'y a pas de souci pour ça. Et puis jetez un œil au repos, n'hésitez pas à mettre une star. Et puis si vous avez des soucis avec, n'hésitez pas à les signer chaud. Ouais, ça marche. Quelques ressources. Cette présentation est basée sur un article qu'on avait écrit avec Romain Choquet, sur le Medium du coup de Doctolib. Il y a la démonstration que je vous ai faite est disponible sur mon GitHub. Et puis les 2 gemmes dont j'ai parlé. Doctolib recrute, si vous voulez, vous pouvez scanner le QR code de gauche. Et si vous voulez plus d'articles de ce genre, on a Doctotech Live, qui est une mailing list où on envoie les choses. Et puis si vous avez des questions, c'est le moment. Juste pour les questions, je vais prendre ça pour passer le micro pour que le stream entende. Ok. Non. Bonsoir, merci pour la présentation. J'ai une question pour la partie de Yann. Je n'ai pas très bien compris comment est-ce qu'on va réussir à valider le foreign key alors que l'autre table n'est pas verrouillée. Parce que on n'est toujours pas à l'abri du cas où Francis, entre-temps, se désinscrit. Merci. Ouais. Je reprends les slides. On va retourner sur les slides. C'est juste un temps. C'était celle-là, du coup. Hop. Oui, ici, en fait, ce qui va se passer, on va du coup construire notre index, qui va être ici, notre contrainte. Si, en fait, Francis se désinscrit, ça va être validé par la suite. Donc, effectivement, la différence, c'est que ce n'est pas l'ajout de la contrainte qui va échouer, c'est la validation. Et la validation va nous dire, attention, il y a une colonne qui n'est pas correcte, et on va pouvoir l'éditer par la suite. J'ai cru comprendre qu'il y a une validation qui se fait pendant que la table auteur n'est pas verrouillée. Ouais. Quand je vérifie la ligne 1, Francis est là. Quand je valide la ligne 2, Stéphane est là. Sauf que si maintenant Francis disparaît, qu'est-ce qui se passe En fait, alors attends, je vais passer à la slide d'après. Tac. La migration, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un peu flou pour moi. Là, tu vois, elle est faite en 2 étapes. La première, c'est à ce moment-là qu'on ajoute la foreign key, et ça va marcher. Effectivement, on va se retrouver dans un état, comme tu disais, qui n'est pas correct. Là où ça ne va pas marcher, en fait, c'est la 3e ligne, c'est le validate foreign key. À ce moment-là, on va être en échec, effectivement.
On ne va pas réussir à valider la table, mais en fait, on va avoir une erreur qui est non bloquante. Ça ne va pas empêcher la production de fonctionner. Et ce qu'il va falloir faire dans ce cas-là, c'est identifier quelle est l'erreur, la résoudre et corriger le problème. Et ensuite, on pourra relancer le validate foreign key. Ça, en fait, c'est pas très grave. Parce que ça, c'est exactement ce qui pourrait se passer juste avant qu'on exécute add foreign key. C'est déjà ce qui se passe. On pourrait déjà avoir des données invalides dans la base de données. Et en fait, c'est juste déléguer le problème, on le met plus tard. C'est juste qu'on s'assure que chaque nouvelle valeur dans la base de données sera valide. Par contre, il faudra effectivement qu'on clean les valeurs. C'est clair? Super. Alors, si jamais il y a... il y a une question. Bah, avant, si tu permets, je vais en reposer une du chat avant d'oublier. Donc, il y a Alexandre dans le chat qui demande est-ce qu'on peut ajouter concurrently lors de l'ajout d'une colonne? Parce que si je me souviens bien, tu as présenté concurrently sur une colonne existante, mais est-ce que c'est possible lors de l'ajout? Je ne suis pas sûr de comprendre la question. Il n'y a pas d'algorithme concurrent pour l'ajout d'une colonne. On va forcément prendre un ajout pour des questions de select tout à l'heure. Il y a toujours possibilité avec le add reference de dire bon, ajoute-moi un index avec l'algorithme concurrent. Mais dans ce cas-là, ça revient en fait à... C'est la même chose que si on le faisait là. On pourrait avoir une migration plus simple, effectivement, que celle que je présenterai à la fin, en donnant plus d'options. Mais par contre, pour l'ajout de la colonne elle-même, on n'a pas d'algorithme concurrent pour cette partie-là. Bonsoir, merci pour la présentation. Donc j'ai deux questions. La première, c'est pour l'ajout de la colonne. Si on est quasi sûr qu'il n'y a jamais de select étoile, est-ce qu'on peut s'affranchir du lock lors de l'ajout de la colonne? C'est un risque à prendre. Okay. Ce que tu peux faire, c'est si jamais tu crées ta table est là, elle existe, tu peux effectivement ajouter une colonne avec le lock, avec l'algorithme classique, ça va être plus rapide. Ça a des intérêts. En fait, je raconte des bêtises. Dans tous les cas, tu vas prendre ton lock. Dans tous les cas, ça va arriver. Je comprends avec l'index. En fait. Donc, en fait, dans tous les cas, tu vas être dans le même état, absolument. Tu vas prendre ton lock. C'est juste qu'il va, dans tous les cas, falloir gérer les conséquences. C'est un mécanisme interne à PG. On ne peut pas y déroger. C'est comme ça que ça fonctionne. Je ne sais pas si c'est clair. Ok, si. Si je t'ai répondu mal au départ, c'est parce que pour l'index, l'algorithme concurrent prend beaucoup plus de temps. Donc ça peut être intéressant si la table est vide, par exemple, de ne pas utiliser l'index concurrent. D'accord. Et la deuxième, c'est comment vous faites chez Doctolib si par exemple tu ajoutes une colonne et que tu veux la remplir avec de la data qui vient d'ailleurs, par exemple. Donc, est-ce que vous le faites dans la migration ou On va le faire, en fait, on va ajouter la colonne sans contrainte. On va dire, bon, tu peux être nul. Et ensuite, on va ajouter un script externe qu'on va lancer la nuit, généralement, et on va remplir les lignes dedans. Ça va se passer dans ce sens-là, pour justement éviter ce genre de choses. Et une fois qu'on va l'avoir rempli, on va ajouter la contrainte note nulle si on en a besoin. Salut, merci pour la présentation. C'était super intéressant et très clair, donc merci beaucoup. Quand on prend un lock, du coup, pour limiter les dégâts, si j'ai bien compris, d'une part, on met un timeout à 5 secondes et d'autre part, on les fait quand il n'y a pas trop de trafic, par exemple la nuit. Mais du coup, est-ce que ça peut scaler ça si jamais on était sur plusieurs time zones, imaginons une boîte internationale qui n'a pas vraiment de down spécialement la nuit, quoi, et qui a beaucoup de requêtes et que du coup 5 secondes ça time out. Ouais. Il y a des façons de scaler. Non, mais pour être franc, l'ajout la nuit, on le fait pas. C'est pas nécessaire pour l'ajout d'une. Pardon. L'ajout d'une colonne la nuit, c'est pas forcément nécessaire. Chez Doctolib, ça arrive très rarement qu'on ait des problèmes là-dessus avec le mécanisme de retry. Donc, c'est relativement safe en fait de le faire en pleine journée, à part dans quelques cas très extrêmes. Dans ce cas-là, on le gère en avance, on se dit bon, comment on va faire. Mais dans la plupart des cas, ça passe en journée chez Doctolib, donc ça devrait passer en général. Ok, merci. En fait, s'il y a vraiment beaucoup de requêtes, ça peut être intéressant de séparer les select sur une réplica read-only qui va du coup suivre avec un petit retard. Et si sur la première, il n'y a que des écritures,
Alors, il n'y aura que des requêtes très courtes et du coup, le lock, il ne sera jamais bloqué. On ne fait pas ça, mais effectivement, je pense que... Si c'est vraiment à très grande échelle. Ouais. Hello, merci pour la presse. Heureusement pour le commun des mortels, les logs c'est plutôt de l'ordre de grandeur d'une seconde quand on n'a pas beaucoup de data. À partir de quel volume vous recommandez ou à partir de quel volume vous commencez à avoir des problèmes et à quel moment en fait on doit commencer à réfléchir à ça quand on fait des mix? On a un très bon exemple en interne. On a notre projet qui gère en fait tout ce qui est continuous development, qui a une interface graphique qui est en Rails. Donc c'est utilisé par 300 développeurs. Et on a mis CFPG migration dessus justement pour gérer ce problème-là, parce qu'on a eu quelques cas où du coup ça ne marchait plus à cause d'un log qui avait été pris là-dessus. Donc ça peut en fait ça peut arriver assez tôt. Les locks, en fait, ça peut être surprenant, ça peut être une transaction qu'on prend ou un truc comme ça, et en fait c'est assez dur à arrêter. Vraiment trouver la chose. Donc, mieux vaut en fait avoir la ceinture de sécurité avant de faire le truc plutôt qu'après. Là, l'exemple que j'ai codé tout à l'heure, la première fois que je l'ai fait, j'ai juste créé un projet Rails, j'ai lancé ma migration, et la seule solution de résoudre mon problème, ça a été de redémarrer la base de données. C'est pas forcément un truc qu'on veut faire en production. Merci. On va peut-être prendre une dernière question parce qu'après le timing est un peu serré, donc je prends une dernière question là, et puis si vous avez d'autres questions après, n'hésitez pas à aller parler directement avec eux. Bonsoir, merci pour le talk, c'était très riche. Ma question sur les derniers deux gemmes que vous avez proposés. Chez ma boîte, nous utilisons Strong Migration. Alors ma question, est-ce que Safe Migration marche très bien avec Strong Migration? Est-ce que ça peut proposer des trucs C'est fait pour en fait. La question c'est, si on utilise Strong Migration, est-ce qu'on peut aussi utiliser Safe PG Migration? C'est ça? Ok. Safe PG Migration, c'est fait pour en fait compléter Strong Migrations. Je ne sais pas si vous connaissez, mais dans Strong Migration, il y a un moyen pour dire j'ai conscience des risques, c'est d'ajouter Safety Assured. Safe PG Migration va automatiquement prendre ces trucs-là et dire ça je gère, donc Safety Assured, il n'y a pas besoin de le mettre. Par exemple, le add reference qu'on présente à la fin, on peut juste marquer add reference sans le Safety Assured et ça va fonctionner. Donc ouais, les deux se complètent. Merci beaucoup. Merci.